J'ai 75 ans. Je suis assis à la même table où mon père faisait les comptes de la famille, et je tiens dans mes mains un journal taché de sang que j'ai trouvé 10 ans après sa mort. Pendant 40 ans, j'ai eu toutes les bonnes questions sur la torture, le colonialisme, l'injustice historique. Sauf une. La seule qui importait vraiment. Papa, qu'est-ce que tu as vu en Algérie? Je ne la lui ai jamais posée. Il est mort en 2006. Je ne me suis jamais excusé. Laissez-moi vous raconter pourquoi le silence entre un père et son fils peut être le bruit le plus fort qui existe. Mon père s'appelait Robert Beaumont, employé des postes. Un homme tranquille qui adorait lire Camus et Sartre le soir, assis dans son fauteuil, sa pipe fumant doucement. Je me souviens de lui me lisant « L'étranger quand j'avais 6 ans », sa main dans mes cheveux, sa voix grave expliquant l'existentialisme avec des mots qu'un enfant pouvait comprendre. Vois-tu, Michel, nous choisissons qui nous sommes à chaque moment. L'appartement sentait le tabac de sa pipe, le café de ma mère. Nous dînions ensemble tous les soirs à 19h30. Nous parlions de livres, de politique, d'idées. En 1957, la lettre est arrivée. Service militaire obligatoire, rappel pour l'Algérie. Mon père avait 32 ans, trop vieux normalement, mais ils avaient besoin de renfort. Je me souviens de ma mère pleurant dans la cuisine, de mon père assis à cette table, regardant la lettre. Sa pipe s'est éteinte dans le cendrier, oubliée. Je reviens bientôt, mon petit. C'est juste pour maintenir l'ordre là-bas. Il est parti en avril 1957. Il est revenu en juin 1960. 3 ans plus tard. L'homme qui est revenu n'était pas mon père. Il parlait peu. Buvait du vin rouge seul après le dîner. Se réveillait en criant la nuit. Quand je demandais qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, papa, il regardait au loin et disait « Ce n'est rien, oublie ça ». J'avais 11 ans. J'ai commencé à avoir peur de mon propre père. L'appartement ne sentait plus la pipe. Mon père avait arrêté de fumer. Les dîners étaient silencieux. Ma mère essayait de remplir le vide avec des conversations légères que personne n'écoutait vraiment. Je me suis réfugié dans les livres qu'il m'avait donnés avant la guerre. Camus, Sartre. Et puis, adolescent dans les années 60, j'ai découvert Fanon, Memmi, les penseurs anticoloniaux. Tout s'est éclairé. Mon père était revenu différent parce qu'il avait participé à quelque chose d'horrible. L'Algérie avait été une guerre sale, de torture, de massacres. Mon père, cet homme bon qui lisait Camus, avait été corrompu. Cette narrative expliquait tout. En mai 1968, j'avais 21 ans. J'étais dans les rues du quartier latin, sur les barricades. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vivant. Parti de quelque chose de plus grand. Je manifestais contre la guerre au Vietnam, contre l'impérialisme, contre les crimes de la France en Algérie. Je portais des pancartes. L'armée française égale tortionnaire. Je criais des slogans, je lançais des pavés. Mon père ne commentait jamais. Je voyais ça comme de la culpabilité silencieuse. Je suis devenu professeur de philosophie en 1972. Bon professeur, passionné. Mes étudiants m'adoraient. Je me suis marié avec Sylvie en 1975. Nous avons eu Léa en 1980, Thomas en 1983. Mais même marié, même avec des enfants, je vivais plus dans les idées que dans les personnes. Les dîners en famille étaient des cours magistraux sur l'injustice. Sylvie essayait de parler de choses simples. Les factures, l'école des enfants. Je répondais avec des théories. « Tu ne m'écoutes jamais vraiment », elle disait. En 1973, j'ai vu mon père dans une foule lors d'une manifestation. Nos yeux se sont croisés. Il a vu ma pancarte. L'armée française égale tortionnaire. Il a vu. Il s'est retourné. Il est parti. Nous n'en avons jamais parlé. Jamais. En 1985, pendant le dîner de Noël, j'ai fait un de mes discours. Sur un documentaire que j'avais vu sur la torture en Algérie. C'est incroyable qu'ils aient pu faire ça, je disais. Des êtres humains à d'autres êtres humains. Mon père regardait son assiette. « Tu crois que c'était facile ?» Il a murmuré. « Facile ? Facile ? Papa, c'était de la torture. » Ma voix montait. Mon père s'est levé. « On ne peut pas discuter avec toi. Tu as toujours raison. » Il est allé dans sa chambre.
Nous n'avons plus jamais dîné ensemble à Noël. Je pensais avoir gagné l'argument. En mars 2006, ma mère a appelé. Ton père est mort. Infarctus fulminant. Je suis allé à l'appartement, j'ai organisé les funérailles. Au salon funéraire, je l'ai regardé dans le cercueil. Première fois que je le regardais vraiment depuis des années. Son visage était en paix, enfin. J'ai pensé il est libre maintenant. Libre de quoi? Je ne me suis pas posé la question. Je ne posais jamais de questions. Pas les vraies. La vie a continué. J'ai pris ma retraite en 2014. Sylvie était avec un autre homme. Mes enfants étaient distants. J'avais été un meilleur professeur qu'un mari, elle m'avait dit une fois. Peut-être qu'il est temps d'être un meilleur père que professeur. En 2016, 10 ans après sa mort, je nettoyais l'appartement de mon enfance pour le vendre. Léa insistait. « Tu ne peux même plus monter les escaliers, papa. C'est le moment. » Dans la cave, derrière les tuyaux de chauffage, j'ai trouvé une boîte en métal rouillé. Pas d'étiquette. Je l'ai ouverte. Un journal, cuir marron usé, l'écriture de mon père. Première page. Alger, 15 avril 1957. On m'a dit de ne rien écrire. J'écris quand même. Je me suis assis sur le sol froid de cette cave. J'ai lu pendant 3 heures. Mes mains tremblaient. La lumière oscillait. Quand je suis remonté, mes genoux ne pliaient plus correctement. Mais je tenais ce journal comme on tient un enfant. Le 3 mars 1959. Mon père a écrit. Ils m'ont fait regarder. Un jeune Algérien, peut-être 20 ans. L'écrit. J'ai dit non. Le capitaine m'a frappé. Tu apprends ou tu rejoins? J'ai appris. Dieu me pardonne. Mon père n'était pas un tortionnaire. Mon père avait essayé de résister. Son propre armée l'avait torturé pendant 3 jours pour lui apprendre la discipline. Puis l'avait forcé à retourner au front. C'était là, dans le journal, avec des taches brunes sur les pages. Du café? Du sang? Je ne sais pas. Pendant 40 ans, j'avais construit une narrative. Mon père, l'homme bon corrompu par la guerre. Mon père, qui ne pouvait pas affronter ce qu'il avait fait. Mon père, le lâche moral. Et moi, le fils juste qui dénonçait les crimes. J'avais raison sur tout, sauf sur lui. J'ai appelé Léa. « Papa, je comprends que c'est important pour toi, » elle a dit au téléphone. Mais c'est toujours à propos de grandes idées, jamais de nous. Grand-père est mort. Maman t'a quitté. Thomas et moi, on a grandi sans vraiment te connaître. Et maintenant tu veux parler d'un journal? C'est trop tard. J'ai essayé de partager la découverte avec elle. Au café Les Deux Magots. Elle est venue de Bruxelles. Je lui ai montré le journal. Tu comprends ce que ça signifie? J'ai dit. Pendant toutes ces années, je pensais qu'il était... Mais il a essayé de déserter. Ils l'ont torturé. Son propre armée. Elle s'est levée. C'est toujours la même chose avec toi. Toujours un projet. Toujours quelque chose à prouver. Grand-père est mort il y a 10 ans. Tu l'as ignoré pendant 40 ans. Et maintenant tu veux écrire sur lui? Non, papa. C'est toi qui ne comprends pas. Tu cherches quoi? Son pardon? Il est mort. Le mien? Pourquoi je te pardonnerais d'avoir ignoré ton père quand tu nous as ignoré toute notre vie? Elle est partie. J'ai regardé mon café refroidir. J'ai passé les années suivantes à relire le journal. Encore et encore. À 3 heures du matin, 4 heures, 5 heures. L'insomnie est devenue ma compagne. Je dormais 3-4 heures par nuit. Je me réveillais et je ne pouvais plus me rendormir. Alors je m'asseyais à cette table et je lisais les mots de mon père. Le 10 juin 1960, il avait écrit « Je rentre demain. Michel a 11 ans maintenant. Je ne peux pas lui dire ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Comment regarder mon fils et lui dire que son père a... Non. Je vais être un père silencieux. C'est mieux qu'un père mort. Il pensait me protéger. Et moi, je l'ai haï pour son silence. J'ai écrit des lettres. À mon père mort. Des dizaines. Je les gardais dans un tiroir. Cher papa, il est 4 heures du matin. J'ai 74 ans. Tu es mort depuis 11 ans. Cette lettre n'arrivera jamais. Mais je dois l'écrire quand même. En 2019, on m'a invité à donner une conférence à la Sorbonne.
Mémoire de la guerre d'Algérie. J'allais parler du journal. Les fils de soldats. Trauma générationnel. 60 personnes dans l'amphithéâtre. 2 journalistes. Je suis monté au pupitre. J'ai regardé mes notes. Merci, j'ai commencé. Pendant des décennies, j'ai enseigné sur les crimes de la France coloniale. J'ai écrit sur la torture, sur... Ma voix s'est bloquée. Mon père était à Alger. Et pendant 40 ans, les mots étaient là. Mais ils ne sortaient pas. Je pensais savoir. Je pensais avoir raison. Mais mes mains tremblaient. Mes papiers sont tombés du pupitre. J'ai essayé de les ramasser. Ils se sont éparpillés davantage. Michel, ça va? La professeure a demandé. Je suis désolé, j'ai dit. Je ne peux pas. Je pensais pouvoir. Mais je ne peux pas. J'ai descendu l'allée. 60 pères Dieu me suivaient. La porte s'est fermée derrière moi. Dans le couloir, je me suis appuyé contre le mur. J'ai respiré. Lumière fluorescente bourdonnant. Écho de mes pas sur le marbre. Sueur froide sous ma chemise. Mon cœur battait dans mes oreilles. Je me suis assis par terre, là où les étudiants s'asseyent. Un professeur de 70 ans assis par terre comme un étudiant perdu. Certaines culpabilités ne deviennent pas des conférences. Un dimanche, novembre 2017, je suis allé au cimetière du Montparnasse. Ciel gris, pluie fine, le tombeau de la famille. Robert Beaumont, 1925-2006. Marie Beaumont, 1927-2010. Je me suis assis sur le banc de pierre mouillée. J'ai ouvert le journal. « Écoute, papa, » j'ai dit à voix haute. « Je vais te lire quelque chose que tu as écrit. J'ai lu l'entrée du 10 juin 1960. Tu pensais me protéger? Et moi, je t'ai haï pour ton silence. Comment est-ce que 2 personnes peuvent s'aimer et se manquer si complètement? La pluie est devenue plus forte. Je ne bougeais pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai répété ces mots 10 fois, 15 fois. Comme un mantra. Comme une punition. La pluie battait le marbre. L'eau coulait sur les lettres gravées du nom de mon père. Mes doigts touchèrent la pierre froide. Goût de sel. Larmes mélangées à la pluie. Odeur de terre mouillée. Un fossoyeur au loin a regardé, puis s'est retourné. J'ai consulté une psychiatre. Docteur Amina Benali. Fille d'Algériens morts pour l'indépendance. Spécialisée en trauma post-guerre. Elle traite des vétérans français. Un choix controversé que sa famille ne comprend pas. Comment je me pardonne moi-même? Je lui ai demandé en 2019. Monsieur Beaumont, le pardon n'est pas un sentiment. C'est une décision répétée chaque jour. Votre père a décidé de ne pas vous haïr pour votre jugement. Maintenant, c'est à vous de décider de ne pas vous haïr pour votre ignorance. La culpabilité est facile. Vivre avec ce que vous avez appris, c'est le vrai travail. En juillet 2021, à 4h15 du matin, j'ai pris une décision. 5 ans depuis que j'avais trouvé le journal. 15 ans depuis la mort de mon père. J'allais écrire une dernière lettre. La définitive. Et puis j'allais essayer de vivre avec ça. Cher papa, il est 4h du matin. J'ai 75 ans. Tu es mort depuis 15 ans. Cette lettre n'arrivera jamais. Mais je dois l'écrire quand même. J'ai passé ma vie à poser les mauvaises questions. Je demandais comment ont-ils pu quand je devais demander comment vas-tu. Je demandais pourquoi tu ne parles pas quand je devais demander de quoi as-tu besoin. Mes larmes tombaient sur le papier. Tu as dit une fois on ne peut pas discuter avec toi, tu as toujours raison. Je pensais que c'était de la lâcheté. Mais c'était de la douleur. Tu essayais de me dire tu ne me laisses jamais parler. Tu as déjà décidé qui je suis. J'avais raison sur l'Algérie. J'avais raison sur le colonialisme. J'avais raison sur la torture. Mais j'avais tort sur toi. Et ça, c'est le seul tort qui compte vraiment. Je ne peux pas te demander pardon. Tu n'es plus là. Alors je vais faire la seule chose que je peux. Je vais arrêter de prétendre que j'ai toujours raison. Je vais commencer à écouter. Même si c'est trop tard pour toi, peut-être que ce n'est pas trop tard pour Thomas. Pour Léa. Je t'aime, papa. Je t'ai toujours aimé. Même quand je ne savais pas comment te le montrer. Ton fils, Michel.
J'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans une enveloppe. Adresse, Robert Beaumont, quelque part. Je ne l'ai jamais envoyée. Mais je l'ai écrite. La lumière de l'aube commençait à entrer par la fenêtre. Paris se réveillait. Moi aussi. En août 2021, j'étais au cimetière pour l'anniversaire de mon père. Il aurait eu 96 ans. En nettoyant le tombeau, j'ai vu l'inscription. Robert Beaumont, 1925-2006. À côté, un espace vide où un jour sera gravé Michel Beaumont, 1949-vide. J'ai réalisé quelque chose. Je passais les années qui me restaient à parler aux morts. Mon père est mort. Ma mère est morte. Mais Thomas est vivant. Léa est vivante. Et je ne leur ai jamais demandé comment allez-vous. J'ai décidé ce jour-là. J'allais arrêter d'écrire des lettres aux morts. J'allais écrire aux vivants. Le dimanche 15 septembre 2024, je me suis réveillé à 6h30. J'avais dormi 6 heures. Première fois depuis des années. Je rêve encore de mon père. Mais les rêves ont changé. Maintenant je rêve de lui souriant, avant l'Algérie, me lisant Camus, sa main dans mes cheveux. À 10 heures, je me suis assis à cette table. Je n'ai pas ouvert le journal. Je l'ai rangé. Pas oublié. Rangé. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai écrit un email. Chère Léa, je ne vais pas parler du journal de grand-père. Je ne vais pas parler de culpabilité. Je veux juste savoir comment vas-tu. Comment vont les enfants? Je ne demande pas pardon. Je sais que ça ne suffit pas. Je demande une chance. Une conversation. Même 10 minutes. Ton père, Michel. J'ai hésité. Le curseur sur envoyer. J'ai respiré. J'ai cliqué. À 11 heures, le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Papa? C'est Thomas. J'ai failli faire tomber le téléphone. Thomas? Comment? Léa m'a dit que tu lui as écrit. Écoute, je ne sais pas si je suis prêt pour tout. Mais peut-être qu'on pourrait prendre un café? Pas pour parler du passé. Juste pour se connaître maintenant. J'aimerais beaucoup ça, j'ai dit. Ma voix s'est brisée. On a prévu mardi, 14 heures. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai ouvert le tiroir. 47 lettres à mon père mort. Je ne les ai pas jetées. Elles font partie de mon histoire. Mais je les ai mises dans une boîte, fermée, rangée dans l'armoire. En dessous, du papier neuf. J'ai écrit. Chère Léa, cher Thomas, si vous me donnez une chance, je vais vous poser une question que je n'ai jamais posée à mon père. Comment puis-je être le père dont vous avez besoin maintenant? Je ne peux pas changer le passé. Mais peut-être qu'on peut commencer aujourd'hui. Papa, j'ai 75 ans. Mon nom est Michel Arnaud Beaumont. J'ai passé 40 ans avec toutes les bonnes questions sur l'injustice historique et aucune bonne question sur l'homme assis en face de moi au dîner. J'avais raison sur les idées. J'avais tort sur les personnes. Et j'ai découvert que avoir raison ne signifie rien si vous perdez les gens que vous aimez dans le processus. On ne peut pas discuter avec toi. Tu as toujours raison. Pendant des décennies, j'ai entendu ça comme mon père admettant que j'avais raison sur l'Algérie. Maintenant j'entends ce qu'il disait vraiment. Tu ne poses jamais de vraies questions. Tu as déjà toutes les réponses. J'ai essayé de te parler 1000 fois, mais tu n'as jamais écouté. Tu aimes les idées parfaites plus que les personnes imparfaites. Et les personnes comme moi, blessées, brisées, silencieuses, nous ne rentrons jamais dans tes théories. C'était un cri d'aide. Je l'ai entendu comme une accusation. Quand j'ai finalement compris, il était trop tard. Mais peut-être que ce n'est pas trop tard pour vous. Pensez à la personne que vous jugez depuis des années. Ce parent distant. Cet ami qui a disparu. Ce frère qui vous a déçu. Vous avez construit une narrative sur eux. Vous savez exactement pourquoi ils sont comme ils sont. Vous avez raison. Moralement, logiquement raison. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour demander « raconte-moi ta version » ? Pas pour gagner un argument. Pour comprendre. Pour vraiment écouter. Peut-être que vous découvrirez que vous aviez raison. Peut-être que vous découvrirez que vous aviez tort. Ou peut-être, et c'est le plus difficile, que vous étiez tous les deux à la fois justes et faux. Deux humains imparfaits essayant de survivre leur propre trauma.
Je ne peux plus poser de questions à mon père. Vous pouvez. Qui dans votre vie vous envoie des signaux que vous interprétez mal? Cette personne qui ne parle jamais de sentiments. Ou est-ce vous qui n'avez jamais créé un espace sûr? Ce père qui a toujours été distant? Ou est-ce vous qui n'avez jamais vraiment demandé pourquoi? Et la question la plus difficile? Si vous découvriez la vérité sur eux dans 10 ans, après leur mort, pourriez-vous vivre avec ce que vous n'avez pas demandé aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dites-moi dans les commentaires, quelles questions avez-vous toujours eu peur de poser?